super. Voilà, comme je viens de dire, on a déjà commencé l'organisation judiciaire française. On a terminé en tout cas. Et aujourd'hui, on va commencer l'organisation judiciaire française, marocaine, pardon. Ça veut dire on va uniquement s'intéresser aux différences entre les points de différence par rapport à l'organisation judiciaire française. Quels sont les points de différence? Et par la suite, on va étudier l'analyse d'arrêt. L'analyse d'arrêt, c'est un exercice qui a des spécificités par rapport à l'étude de cas. Alors, on va voir quelles sont les normes à respecter, qu'est-ce qu'un arrêt d'abord, de quoi se compose-t-il et comment résoudre un exercice d'analyse d'arrêt. Alors, sans trop tarder, l'organisation judiciaire marocaine, elle est assez similaire à l'organisation judiciaire française, du moment qu'on a également le tribunal de première instance qui est équivalent au tribunal judiciaire. Il y a aussi le tribunal de proximité qui figure aussi dans l'organisation judiciaire française. Il y a des cours d'appel, des tribunaux administratifs, des tribunaux de commerce et une cour de cassation qui se trouve à Rabat. C'est similaire à la cour de cassation française qui se trouve à Paris. Pourquoi? On a déjà soulevé cette question, tout simplement parce que le droit marocain, en général, est inspiré du droit français. Alors, quand vous voyez ici le schéma global, aujourd'hui, il y a plus de 70 tribunaux de première instance. Il y a également des juridictions de proximité dans le ressort des tribunaux de première instance. Il y a des tribunaux administratifs, bien sûr, qui sont similaires aux tribunaux administratifs français parce qu'ils s'intéressent aux litiges entre des administrations publiques ou bien entre une personne morale et personne physique autre que les administrations publiques contre une administration publique. Et les tribunaux de commerce, c'est principalement des litiges relatifs aux actes de commerce entre des sociétés commerciales, entre commerçants. Et à chaque fois, il y a des degrés, deuxième degré, troisième degré, c'est les voies de recours pour traiter les affaires, pour réexaminer les affaires qui ont été déjà tranchées en première instance, une deuxième fois et même une troisième fois dans la Cour de cassation. Alors, on va commencer par les juridictions de proximité. Alors, c'est la même chose que le droit français, c'est les litiges d'une faible valeur. Sauf que dans le droit français, on a vu que les litiges qui sont examinés dans les tribunaux de proximité peuvent aller jusqu'à 10 000 euros. Les litiges ayant une valeur inférieure à 10 000 euros sont traités par les tribunaux de proximité en France. Sauf qu'au Maroc, ce seuil est trop bas. Il est uniquement de 5 000 dirhams, qui est équivalent à 500 euros. Alors, moins de 5 000 dirhams, ce sont des affaires qui peuvent être examinées par le tribunal de proximité et qui sont généralement, bien sûr, sont des affaires qui ne relèvent pas du pénal. Ce sont des affaires qui sont relatives à des affaires immobilières, à des dettes non payées, etc. Et dans le tribunal de proximité, il y a une procédure spécifique. Ça veut dire que le juge, qu'est-ce qu'il fait avant d'examiner l'affaire, avant de tenter de juger le litige, il procède par une tentative de conciliation. Muhawalat salh. Tentative de conciliation. Ça veut dire qu'il essaie amicalement de trouver une solution que les parties arrivent à trouver un accord amiable sans avoir un jugement coercitif obligatoire. Et les jugements ne sont pas susceptibles de voie de recours. Ça veut dire que le jugement, il est définitif.
La décision du juge, c'est une décision finale. Ça veut dire que ce n'est pas possible d'aller vers la cour d'appel. C'est vrai que dans certaines mesures, on peut aller à la cassation, mais bon, en général, pour ne pas compliquer les choses, pour ne pas aller dans le détail, la décision du juge du tribunal de proximité, c'est une décision finale, tout simplement. Euh, les tribunaux de... Monsieur, Oui, oui. vous pouvez répéter le premier diapo parce que j'ai pas compris l'énoncé de 5 000 dirhams. Ah, 5000 dirhams. Alors, Oui. 5000 dirhams, c'est la valeur de l'affaire au maximum. Ça veut dire, si la valeur de l'affaire, du litige ou de l'objet du litige dépasse 5000 dirhams, il faut aller au tribunal de première instance et non pas le tribunal de proximité. Le tribunal de proximité est compétent uniquement dans les affaires d'une valeur inférieure à 5000 dirhams. كان المشكل قل من 5000 درهم راه هو المحكمات القرب أكثر من 5000 درهم خاصو يمشيو لمحكمة واحدة أخرى notamment le tribunal de première instance. D'accord? Bien. Alors, comme, Le dernier énoncé, monsieur, s'il vous plaît. hein, Le dernier énoncé du premier diapo. Le jugement non susceptible d'aucune voie de recours ordinaire et ou extraordinaire. ça veut dire tout simplement que la décision du juge du tribunal de proximité, c'est une décision finale. On ne peut pas procéder à l'appel. Alors, je vous rappelle que dans les autres tribunaux, lorsque les décisions, lorsque le juge prend une décision, lorsqu'il tranche l'affaire, les parties ou l'une des parties peuvent demander un réexamen de l'affaire une deuxième fois dans la cour d'appel. Après, dans la cour d'appel, si on n'est pas satisfait du jugement, on peut demander un autre jugement dans la cour de cassation. Mais ça, c'est pas valable pour les juridictions de proximité, parce que dans les tribunaux de proximité, le jugement, c'est un jugement final. C'est le dernier jugement. C'est bon, tu as compris, Ryan? Oui, oui, monsieur. Ah, super. Alors, les tribunaux de première instance. Alors, les tribunaux de première instance, l'équivalent des tribunaux de première instance en France, c'est le tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire. Alors, bien sûr que il faut connaître la règle. La règle, elle est similaire au droit français. Les tribunaux de première instance peuvent connaître toutes les matières, sauf lorsque la loi attribue formellement la compétence à une autre juridiction. Ça veut dire que par défaut, le tribunal de première instance est le tribunal compétent pour toutes les affaires. Ça veut dire quel que soit le problème, c'est le tribunal de première instance, sauf lorsque la loi attribue formellement la compétence à une autre juridiction. Quelles sont ces exceptions? C'est lorsque le problème porte sur un acte de commerce ou le litige relie deux commerçants, ou bien lorsqu'il y a entre les parties en litige, il y a une partie qui est une administration publique. Dans ce cas, il faut aller aux autres tribunaux. Alors, cette règle, c'est une règle à apprendre pour résoudre les études de cas. Lorsque le cas porte sur un problème qui est dans la compétence des tribunaux de première instance, il faut utiliser cette règle. Le tribunal de première instance est compétent pour toutes les affaires, sauf si la loi attribue formellement la compétence à une autre juridiction. Et, les, et pour les exceptions, c'est la même chose que le droit français. Lorsque le problème, c'est un problème sur un acte de commerce entre deux commerçants, entre des sociétés commerciales, le tribunal compétent, c'est le tribunal de commerce. Lorsqu'il y a une administration, le tribunal compétent est le tribunal administratif. La différence par rapport au droit français,
c'est le droit de travail. Lorsque le litige ou l'affaire relie un salarié et son employeur. En France, le tribunal compétent, c'est le tribunal de prud'homme. De prud'homme. Alors qu'au Maroc, même les affaires relatives au droit de travail, ça veut dire relie un travailleur et son employeur, bah, c'est aussi le tribunal de première instance. Pourquoi? Parce que selon la loi, les tribunaux de première instance peuvent connaître toutes les matières, sauf lorsque la loi attribue la compétence à une autre juridiction. Et au Maroc, on n'a pas cette exception de prud'homme. Déjà, au Maroc, il n'y a pas de tribunal qui s'appelle tribunal de prud'homme ou tribunal de travail. Dans les tribunaux de première instance, ou le tribunal civil également, on peut l'appeler tribunal civil, il y a 6 chambres. Une chambre civile, une chambre commerciale, une chambre immobilière, une chambre sociale et une chambre pénale. Alors, la chambre sociale, c'est la chambre qui traite des affaires relatives au droit de travail. Immobilière, c'est les affaires immobilières. Location, la vente d'une maison, d'un appartement. Commercial, c'est des affaires sur des actes de commerce si l'acte est mixte, un commerçant contre une personne civile. Et civil, c'est toutes les affaires civiles, succession, héritage, litige entre une femme et son conjoint, des problèmes relatifs au mariage, divorce, etc. Alors, il n'est pas important de connaître les chambres. L'essentiel, c'est de connaître le tribunal, tout simplement. Alors, maintenant, les jugements. Les décisions du tribunal de première instance sont des jugements de premier ressort. Ça veut dire que c'est possible d'aller vers le tribunal d'appel. Par exemple, un salarié qui a été licencié abusivement. Ouais, le salarié, l'employeur dialogue sans raison. Un salarié qui a été viré de son travail sans motif légitime. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tout simplement, il peut aller au tribunal pour réclamer des indemnités de licenciement. Ah oui, d'accord. Alors, si, par exemple, la décision n'est pas satisfaisante pour l'employeur ou même pour le salarié, ils peuvent demander un rejugement devant la cour d'appel. Ça, c'est un droit. Mais si la valeur de l'affaire est inférieure à 20 000 dirhams, l'objet du litige, il est inférieur à 20 000 dirhams, malheureusement, la décision du tribunal d'instance est une décision finale. Ça veut dire que les parties n'ont pas la possibilité de saisir la cour d'appel. Alors, ici, je ne vais pas revenir sur le tribunal de commerce et le tribunal administratif, partant du principe que c'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment dans le droit français. Le tribunal administratif, il est compétent pour les problèmes entre administration publique ou bien entre une administration et une personne morale ou physique du droit privé. Les tribunaux de commerce, c'est lorsque le problème relie deux commerçants. Ça veut dire que c'est exactement la même chose et on peut utiliser les mêmes règles. Après, dans le droit marocain, il y a la cour d'appel. Quel est son rôle? C'est de réexaminer l'affaire une deuxième fois. Après, la cour de cassation. La cour de cassation, c'est le sommet de la hiérarchie judiciaire. Le sommet de la hiérarchie judiciaire, c'est au sommet. Et c'est elle qui traite les affaires si on n'est pas satisfait de la décision de la cour d'appel. Alors, reprenons le même exemple. Le salarié a saisi la justice contre son employeur.
l'une des deux parties n'est pas satisfaite de la décision du tribunal judiciaire. Cette partie qui n'est pas satisfaite, il peut demander que l'affaire soit rejugée devant la cour d'appel. La cour d'appel, de sa part, elle va traiter l'affaire, convoquer les parties, les entendre et en fin de compte, elle va prendre une décision. Si, encore une fois, l'une des deux parties, soit l'employeur, soit l'employé, n'est pas satisfait de la décision, elle peut demander un réexamen de l'affaire devant la Cour de cassation. Que ce soit la Cour d'appel ou la Cour de cassation, leur décision s'appelle des arrêts. Les arrêts, c'est la décision de la Cour d'appel et également la décision de la Cour de cassation. Après, il y a aussi la Cour de compte et la Cour constitutionnelle. C'est très accessoire, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va directement au dernier point, le corps judiciaire. À la fin, je vais envoyer une fiche où il y a les règles les plus importantes à mémoriser pour répondre à des cas concernant l'organisation judiciaire. Comme ça, les choses vont être faciles. Alors, le corps judiciaire, c'est quoi le corps judiciaire? C'est le personnel qui travaille dans les juridictions. Ceux qui travaillent dans les juridictions. Alors, il y a des fonctionnaires, il y a des fonctions libérales qui sont également liées au système judiciaire. D'abord, la fonction la plus importante dans un tribunal, pour faire fonctionner les tribunaux, bien sûr, on aura besoin des locaux, des bâtiments, des salles d'audience, etc. Bien, ça, c'est certain. Mais également, on aura besoin notamment des magistrats, des juges. Et il y a deux types de magistrats. Il y a les magistrats du siège. Alors, c'est ceux qui sont généralement assis devant le public, devant les parties. Dans la plupart des cas, c'est un collège de juges, sans une collégialité, ça veut dire plusieurs personnes, et c'est eux qui prennent la décision. C'est eux qui prennent la décision. Et il y a également les magistrats du ministère public. Wakil am lil Malik en arabe. Ces magistrats, leur rôle, c'est représenter l'intérêt général, représenter le pouvoir exécutif et l'intérêt général. C'est également, on l'appelle le parquet. Le parquet. C'est eux qui demandent d'approfondir les enquêtes, de poursuivre les personnes en état d'arrestation, en état de liberté, c'est eux qui donnent les ordres au service de la police pour agir. Les policiers, par exemple, avant de prendre une décision, ils demandent toujours l'aval, l'autorisation du ministère public. Alors, ils ont un rôle double. Et dans les audiences, ils sont également présents, généralement un peu loin des magistrats. Leur rôle, c'est de défendre l'intérêt général. Ça veut dire dans une audience, dans un procès, il y a d'abord le juge principal ou les juges principaux qui prennent la décision après discussion, parfois après plusieurs audiences. C'est eux qui posent les questions, etc., qui organisent et qui pilotent le déroulement du procès. Bien sûr, il y a les parties, le défendeur et le demandeur. Généralement, il y a aussi la présence des représentants des parties, l'avocat du demandeur et l'avocat du défendeur. Bien sûr, il y a également un public, l'assistance, des gens qui assistent pour voir les audiences. Parfois, c'est interdit selon la décision du juge. On appelle ça des audiences à huis clos, ça veut dire personne n'est présent. Il y a maintes raisons pour décider ça. Et également, il y a
le représentant du ministère public qui est là pour défendre l'intérêt général. Il ne défend ni le demandeur ni le défendeur, mais l'intérêt général. Également, Monsieur, oui, j'ai pas bien compris les magistrats du ministère public. هو وكيل عام الوكيل العام تيكون في المحاكم باش تدافع على المصلحة العامة تدافع على المصلحة العامة l'intérêt public. C'est ça son rôle. Il ne prend pas de décision. C'est pas lui qui juge. Mais lui, il défend l'intérêt général. Il défend toute la société. Et également, c'est lui qui dicte ce qu'il faut faire dans les affaires avant de venir devant le juge. Euh, il demande par exemple d'approfondir les enquêtes, d'approfondir les recherches, de poursuivre quelqu'un en état d'arrestation. دابا كاينين شي ناس اللي في المحكمة تنتابعوهم في حالة صراح وشي وحدين تنتابعوهم في حالة اعتقال. شكون اللي تياخذ هذا القرار؟ هذا لو مينيستير بوبليك وكيل العام تاع الملك. Et à part les magistrats, il y a aussi les auxiliaires de justice. Des personnes qui sont rattachées également au système judiciaire. Principalement, il y a les greffiers, en arabe kuttab tabt. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui rédigent, hein, ils écrivent les procès. La rédaction finale des procès, c'est pas le juge qui va l'écrire, c'est les greffiers, kuttab tabt. Également, ils reçoivent les plaintes, ils reçoivent les actions en justice, etc. Ils ont un rôle purement administratif dans les tribunaux. Et au final, il y a les huissiers de justice, mufawwid qada'i. Alors, les huissiers de justice, parmi leurs fonctions, c'est les convocations. C'est lui qui se charge de ramener les convocations aux parties concernées. Par exemple, si quelqu'un m'attaque en justice, alors comment je vais le savoir? C'est lorsque je vais recevoir une convocation pour assister à des audiences dans un tribunal. Également, il rédige des actes. Il rédige des actes. Ça veut dire quoi? Des actes authentiques. Par exemple, supposons que je suis un salarié et un jour, mon employeur refuse de m'autoriser à rentrer au lieu du travail. Il refuse de me laisser entrer pour reprendre mon travail. Pour plusieurs raisons sont possibles. Mais en tout cas, si je porte plainte devant la justice par la suite pour réclamer mes droits, notamment des indemnités pour un licenciement, qui va montrer, qui va prouver au juge que j'étais vraiment interdit de rentrer au travail. Peut-être que l'employeur va dire que cette personne, ce salarié, c'est lui qui s'est absenté. Alors moi, pour me prémunir contre ces risques, pour avoir une preuve, on a déjà fait les preuves, pour avoir une preuve solide, irréfutable, que le juge doit prendre en considération, je vais contacter un huissier de justice pour qu'il assiste à cette interdiction. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire un document, un témoignage que le jour J, M. X est venu pour se rendre à son travail, mais l'agent de sécurité lui a empêché. Lorsqu'il a demandé à l'agent de sécurité la raison, il a dit qu'il a des consignes de la part du chef de travail, etc. Comme ça, le salarié a une preuve authentique qu'il a été interdit de rentrer à son travail. Alors voilà, deux principaux rôles d'un huissier de justice, c'est de rédiger
des actes, et également de notifier les convocations aux personnes concernées. Le système judiciaire est également en relation avec les avocats. Les avocats, leur travail, c'est dans les tribunaux. Les avocats, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la représentation des parties. Ils représentent les parties devant la justice. Bien sûr, en contrepartie des honoraires en contrepartie de leur service. Monsieur, Oui, comment l'huissier de justice rédigeant des actes? bah, c'est écrit, en écrivant les faits. C'est quelqu'un qui écrit des actes, tout simplement. Tout simplement, c'est comme un témoin, chef, comme un témoin qui témoigne des Pour choses, l'officier mais public. voilà, mais son témoignage, c'est un témoignage qui est accepté et qui est considéré comme crédible et correct par les juges. Parce que si tu n'as pas d'acte d'un huissier de justice, qu'est-ce que tu peux ramener dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure? Tu peux rapporter des témoins, mais les témoins ne sont pas crédibles aux yeux des juges. Ce qui est crédible et sûr, c'est un acte d'un huissier de justice, quelqu'un qui travaille pour cette institution. Voilà, alors les auxiliaires, il y en a plusieurs. Tout ce qui peut, toutes les métiers, toutes les fonctions qui peuvent intervenir dans un procès. Bah, les avocats, c'est un métier qui est intimement lié au système judiciaire. Les notaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils rédigent également des actes authentiques, mais qui sont liés à des transactions immobilières, les achats et les ventes des biens immobiliers, des terrains nus, des terrains agricoles, des maisons, des bâtiments, etc. Bah, des notaires sont l'intermédiaire dans ces transactions parce que généralement les sommes sont importantes et pour minimiser les litiges et les problèmes liés aux transactions immobilières, il y a ce métier qui est de notariat. Et bien sûr, il est également lié au système judiciaire, notamment lorsque les affaires sont immobilières. Euh, il y a aussi les experts dans tous les domaines. Les experts en informatique, les experts en photographie, les experts en, je sais pas quoi, en mécanique, dans tous les domaines. Parce que parfois, les litiges portent sur une affaire qui est pointue dans un domaine. Et pour bien comprendre l'affaire, on aura besoin d'une expertise. Ça veut dire qu'on doit aller vers un expert dans le domaine. Si par exemple l'affaire porte sur, euh, je sais pas quoi, une arnaque, des comptes bancaires, etc., en ligne. Alors, pour avoir plus de visibilité, pour avoir un éclairage sur l'affaire, parfois on demande une expertise. Ça veut dire on demande qu'un expert donne son avis sur l'affaire, soit par écrit. On peut même parfois convoquer un expert pour écouter ce qu'il dit, son témoignage, pour que le juge euh, peut avoir plus de détails afin d'avoir un bon jugement. Bien, alors c'est tout pour le cours. Alors ici, il y a deux fiches de vocabulaire. Alors, pour ce chapitre, il y a énormément de vocabulaire. Arrêt confirmatif, arrêt affirmatif. On a déjà vu ça. La Cour de cassation même la Cour d'appel peuvent décider de décisions. Soit un arrêt qui va confirmer le jugement précédent, soit un arrêt qui va infirmer, ça veut dire rejeter la décision précédente. Alors,
compétence d'attribution, compétence territoriale. À chaque fois, si vous avez une question qui porte sur la juridiction compétente, il faut répondre en en répondant d'abord à la compétence d'attribution, quel type de juridiction? Est-ce le tribunal de première instance ou bien le tribunal de commerce ou autre? Et également la compétence territoriale qu'il ne faut pas négliger. Ça veut dire le lieu du tribunal. Et la règle principale, c'est que le tribunal compétent territorialement, c'est le tribunal du domicile qui relève du domicile du vendeur. Ça veut dire, pardon, du défendeur. Le tribunal du domicile du défendeur. Ça veut dire, si tu souhaites porter plainte contre une personne qui habite, je sais pas, une ville X, tu dois aller saisir le tribunal de sa ville et non pas un autre tribunal, en principe. Alors, les parties, demandeurs, défendeurs, rester en justice, c'est tout simplement saisir la justice ou bien agir en justice. L'appelant, l'intimé, c'est partie, demandeur, défendeur devant la cour d'appel. Débouter, le verbe débouter, c'est rejeter une demande. Un demandeur, quelqu'un qui saisit la justice pour demander le paiement, par exemple, d'une traite ou d'une somme d'argent qu'il n'a pas reçue. Si on dit qu'il a été débouté, ça veut dire qu'on a rejeté sa demande. Ça veut dire encore que le jugement est en sa défaveur. Alors voilà, c'est les dépens, parmi les termes qu'on n'a pas vus, c'est les dépens. Les dépens. Les dépens, c'est les frais de justice. Généralement, lorsque le juge prend une décision, il ajoute également les frais de justice. La partie perdante, elle assume généralement les frais de justice dépensés par la partie gagnante de l'affaire. Ces frais, on les appelle les dépens. Alors, avant de passer à l'analyse d'arrêt, on va voir un peu le vocabulaire lié à la Cour de cassation. Alors, à titre de rappel, la Cour de cassation, elle prend deux décisions. Elle a deux options possibles. Soit un arrêt de rejet. Alors, arrêt de rejet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Cour de cassation rejette la demande de celui qui a saisi la Cour de cassation. Déjà, entre la Cour d'appel et la Cour de cassation, cette procédure, on l'appelle le pourvoi en cassation. Par exemple, alors je vais imaginer une affaire fictive. Bon, je reprends même l'exemple de tout à l'heure du salarié et de son employeur. Supposons que l'affaire a été jugée devant le tribunal de première instance et une deuxième fois devant le tribunal d'appel. L'une des parties n'est pas satisfaite du jugement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a le droit d'aller vers la Cour de cassation pour que l'affaire soit rejugée une troisième fois. Cette décision s'appelle le pourvoi en cassation. Alors, la Cour de cassation, quelles sont les options possibles? Il y a deux options. Soit elle va rejeter la demande. Ça veut dire que en rejetant la demande, le fait qu'on appelle arrêt de rejet, elle accepte la décision précédente de la Cour d'appel. Ça veut dire que la décision de la Cour d'appel va devenir une décision
final. Si l'arrêt est un arrêt de renvoi, ça veut dire que la Cour de cassation, lorsqu'elle a réexaminé l'affaire, elle constate que la Cour d'appel qui a jugé précédemment l'affaire n'a pas bien jugé l'affaire. Alors, elle va annuler le jugement précédent et elle va envoyer les parties vers une autre juridiction. Alors, on va voir ça concrètement dans l'analyse d'arrêt. Alors voilà, ici il y a une analyse d'arrêt, un arrêt, mais avant de lire l'arrêt, je vais vous montrer la structure d'un arrêt. De quoi se compose-t-il? Alors l'arrêt, encore une fois, c'est quoi? C'est la décision de la justice. Et la décision de la justice, c'est une décision qui va se prononcer oralement, mais il y a aussi une décision écrite, un document écrit, où il y a tout le détail du jugement. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce document écrit? Alors, on trouve d'abord la juridiction qui statue. Ça veut dire quel tribunal? Quel est le tribunal qui a pris cette décision? Est-ce la Cour d'appel, la Cour de cassation, la date de la décision, etc. Ça veut dire toutes les informations relatives à la juridiction qui a pris la décision. On trouve également les parties. C'est une évidence. Les deux parties, ou si on a plusieurs, on va les retrouver toutes. On va trouver les parties. Par exemple, M. X et M. Y, ou la société X et M. Y, ou l'administration X et la société Y, etc. Ça veut dire les parties objets de litige, on va les retrouver également, c'est une évidence. On trouve également les faits, les événements, les détails des événements. Par exemple, si c'est une affaire qui relève du pénal, ou bien par exemple un chèque sans provision, on va trouver le détail. Le jour X, le jour J, monsieur X a donné un chèque à monsieur Y, et monsieur Y, lorsqu'il a voulu encaisser le chèque, il n'a pas réussi parce qu'il n'y a pas d'argent suffisant dans le compte de monsieur X, etc. Ça veut dire qu'on raconte tout simplement les événements, les faits qui se sont produits et qui font l'objet du litige. On vous raconte également, on signale également la procédure préalable. On est dans la Cour de cassation, ça veut dire qu'on va faire un petit rappel de l'affaire depuis le début. On va dire que l'affaire est passée par le tribunal de première instance, après la Cour d'appel, qu'est-ce qu'elle a décidé, la Cour d'appel, et en dernier lieu, le jugement de la Cour de cassation. Les prétentions, alors que réclament les parties? On trouve également que les choses réclamées par le demandeur et par le défendeur, le problème qui se pose, et le dernier paragraphe, généralement, c'est la décision, ce qu'on appelle le dispositif. La décision prise par le juge et le motif de cette décision. Ça veut dire, la décision, bien sûr, on explique également la logique derrière cette décision. Quels sont les éléments qui ont convaincu le juge pour prendre cette décision? En réalité, l'arrêt, il est très similaire au syllogisme, la méthode de l'analyse des cas. Lorsqu'on analyse un cas, on respecte à peu près la même démarche ou les mêmes étapes. Le moindre qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grande similarité entre la structure d'un arrêt et la structure de
de la réponse d'une étude de cas. Alors, pour concrétiser les choses, on va voir un petit cas rapidement. Essayer d'agrandir un peu. Voilà. Alors, première ligne, Cour de cassation, deuxième chambre civile a rendu l'arrêt suivant. Alors, on précise que c'est la Cour de cassation et que c'est la chambre civile. Alors, la Cour de cassation, il y a une seule. Ah, ça, c'est un cas du droit français. Ah, même au Maroc, il y a une seule Cour de cassation. Alors, la Cour de cassation, ça veut dire la Cour de cassation de Paris, et on précise la chambre, le département, la compartiment de la Cour de cassation qui a pris la décision. C'est la chambre civile. Puisqu'il y a la chambre civile, ça veut dire que c'est une affaire qui a commencé dans le tribunal judiciaire, comme le tribunal de première instance au Maroc. Après, elle est passée à travers la cour d'appel, chambre civile, et elle a fini dans la cour de cassation. Lorsqu'on dit chambre civile, ça veut dire que c'est un problème lié au droit civil. Un contrat entre deux particuliers, ou un problème de voisinage, ou un problème de droit familial, mariage, divorce, ou un problème de responsabilité civile, etc. Alors, sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. Alors, généralement, on évoque les articles sur lesquels on base la décision. Alors, attendu. Ce terme veut dire vu que. Attendu, vu que, dans le jargon juridique, selon l'arrêt attaqué que le 20 mai 2006, un arbre de 25 mètres de haut implanté dans la propriété de M. X à Saint-Clair-sur-Léman s'est abattu sur le fond de M. et Mme Y, endommageant un abri de jardin et un véhicule automobile. Que M. et Mme Y, après avoir été partiellement indemnisés par leur assureur, ont saisi M. X devant un tribunal judiciaire pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices non couverts par la police d'assurance. Alors ici, comme on l'a vu dans le tableau précédent, on vous raconte les faits et également on rappelle la procédure préalable. Ça veut dire on vous raconte qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le problème, c'est quoi l'objet du litige. Et on rappelle également le début de l'affaire. Parce que ici, on vous dit que on a saisi le tribunal judiciaire. La première étape. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, le 20 mai 2006, un arbre qui se trouve, il est un arbre qui est implanté dans la maison, la propriété, ça veut dire la maison, les demeures de M. X, qui habite à cette ville, Saint-Clair-sur-Léman, s'est abattu, elle est tombée sur le fond de monsieur et madame Y. Ça veut dire un arbre qui se trouve dans la propriété d'un certain monsieur X est tombé. Lorsqu'il est tombé, lorsqu'il est abattu, il s'est abattu sur le fond, sur la propriété de monsieur et madame Y. Certainement, ce sont des voisins. C'est quoi la conséquence? Alors, endommageant un abri de jardin, le premier dommage. Deuxième dommage est un véhicule automobile. Alors,
L'arbre, malheureusement, est tombé sur la propriété des voisins, les Madame et Monsieur Y, et elle a causé un dommage un dommage du jardin, pour l'abri du jardin, et un dommage d'un véhicule automobile. Alors, Madame et Monsieur Y, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, d'abord, ils vont aller vers leur assureur. Visiblement, ils ont une assurance pour leur maison. Alors, l'assureur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a indemnisé. Ça veut dire il a remboursé une partie. Mais ici, on vous dit euh, partiellement indemnisé. Partiellement indemnisé. Ça veut dire si on suppose que les dégâts causés est d'une valeur de 10 000 euros, par exemple. Partiellement indemnisé, ça veut dire pas totalement. La moitié, un tiers ou deux tiers, on ne sait pas, mais en tout cas, l'indemnité reçue de la part de la compagnie de l'assurance est inférieure à la valeur du dommage, qu'a provoqué la chute de l'arbre. Alors, c'est pour cette raison. Alors, c'est normal. Si vous avez subi cet incident, un arbre du voisin qui est tombé sur votre propriété et vous a causé un dommage pour l'abri du jardin, pour un véhicule, bah vous allez demander à être remboursé, dédommagé. Si l'assureur vous rembourse, mais il vous rembourse partiellement, ça veut dire non totalement, vous allez saisir la justice contre le voisin, notamment si le voisin ne souhaite pas amicalement vous payer la différence ou la somme restante. Pourquoi vous allez saisir le tribunal? C'est pour obtenir une indemnité complémentaire. Voilà, une indemnisation de leur préjudice non couvert par la police d'assurance. La somme restante que vous n'avez pas reçue, vous allez demander d'être indemnisé. Alors, c'est pour cela les messieurs X et Y ont saisi le tribunal judiciaire. Deuxième paragraphe, attendu. Ça veut dire vu que pour débouter. Alors, lorsqu'on a débouté, le verbe débouter qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire que la décision, elle est contre la partie qu'on va trouver par la suite. Attendu que pour débouter monsieur et madame Y. Ça veut dire la décision va être contre monsieur et madame Y. Et madame et monsieur Y, ce sont les voisins qui ont subi le dommage. C'est les propriétaires du jardin et du véhicule endommagé. Alors, attendu que pour débouter monsieur et madame Y de leur demande, l'arrêt, alors lorsqu'on a ici arrêt, on a passé à la cour d'appel. Ça veut dire que ici, c'est tribunal de première instance. Il a été saisi par les parties, on vous a raconté pourquoi. Et ici, c'est la cour d'appel. Ça veut dire on a passé à un réexamen de l'affaire. Et cette cour d'appel, à partir de cette première phrase, on sait que sa décision, elle est contre monsieur et madame Y. Ça veut dire qu'elle va refuser et elle ne va pas accepter le paiement des dommages-intérêts. Alors, pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans la suite. Attendu que pour débouter madame et monsieur Y de leur demande, l'arrêt énonce que selon le certificat de météo, alors, l'arrêt de la cour d'appel, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que selon le certificat de météo établi le 22 mai, ça veut dire 2 jours après l'événement, le vent qui a soufflé le 20 mai sur la commune de Saint-Clair-sur-Léman a atteint ou dépasse 100 km/h. Ça veut dire
la raison derrière la chute de l'arbre, c'est un vent qui a soufflé à plus de 100 km par heure. La vitesse maximale relevée dans cette ville, Hector-les-Baons, à 10 heures étant de 108 km. Et que cette vitesse du vent suffit à caractériser une tempête. Alors voilà, on va s'arrêter un petit peu. C'est quoi la relation entre tout ça? Tempête ou pas tempête, etc. Parce que, en règle générale, on va voir ça par la suite dans le chapitre de la responsabilité. Lorsqu'il y a un dommage qui a été causé par une force majeure, bah, les parties n'ont rien à faire. Si, par exemple, il y a une catastrophe naturelle, des inondations, un tremblement de terre, et cette catastrophe a provoqué des dommages. Voilà. Ici, on a un vent très fort, une tempête. Cette tempête a provoqué la chute d'un arbre. Et cet arbre, malheureusement, a causé des dommages pour les voisins. Le propriétaire de l'arbre n'a rien à faire. Il a pas, il ne peut pas, il peut rien faire pour empêcher cette catastrophe. Si l'alarme a chuté sans une cause qui est comme ça, catastrophe naturelle, on peut dire oui, peut-être il est responsable. Mais lorsqu'il y a une cause externe, comme la tempête, comme la catastrophe naturelle, on peut dire que bah, le monsieur et madame X ne sont pas responsables de la chute de l'arbre parce que c'est au-delà de leurs moyens. Alors, je reviens à la cour d'appel. Elle dit que le vent qui a soufflé ce jour-là dépasse 100 km/h et donc c'est une tempête, voire même une violente tempête. Et qu'il est de jurisprudence constante. La jurisprudence, alors je vous rappelle que la jurisprudence, c'est les décisions de la Cour de cassation, les décisions précédentes. Parce que dans la loi, dans le droit français, même le droit marocain, on ne va pas trouver une règle qui nous dit que lorsque le vent souffle à telle ou telle vitesse, c'est une catastrophe naturelle. On n'a pas ça. Mais si on examine les cas similaires à celui-là, qui ont déjà passé par la justice, on va trouver des décisions similaires. Ces décisions, on les appelle jurisprudence, ijtihad al-qada'i. Et dans le droit, lorsqu'il n'y a pas de loi, lorsqu'on ne trouve pas des règles, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie d'abord est-ce qu'il y a de la jurisprudence. Ça veut dire est-ce qu'il y a des décisions précédentes qui sont similaires au cas traité. Alors, qu'il est de la jurisprudence constante que la tempête ou les vents très violents constituent un événement qui peuvent être qualifiés de force majeure. Voilà, alors force majeure. Encore une fois, des forces majeures, c'est un élément qui désengage la responsabilité. Par exemple, si je suis une entreprise, j'ai un fournisseur. Si j'achète une commande, si je passe une commande et je ne reçois pas la livraison, ou je reçois la livraison qui n'est pas conforme à ma demande, ou bien je reçois la livraison avec un retard de 2 jours, 3 jours ou une semaine, je peux demander un dommage et intérêt. Je peux demander à mon fournisseur de me dédommager parce que c'est possible que le retard de la livraison entraîne des pertes pour l'entreprise. Si par exemple la commande porte sur une matière première, si la matière première ne vient pas à l'heure, ça peut bloquer l'activité de l'entreprise 1 jour, 2 jours, 3 jours, et chaque jour de retard, déjà, c'est une perte pour l'entreprise. Et ça peut également perturber le fonctionnement de l'entreprise, ça peut retarder les engagements des entreprises. Et dans le droit, en général, il y a le système de la responsabilité, quelqu'un qui cause un dommage à autrui
il doit le réparer. Ça, c'est une loi qu'on retrouve partout. Quelqu'un qui cause un dommage à quelqu'un d'autre, il doit le réparer. Je casse la voiture de mon voisin, je dois la réparer. J'abîme, je ne sais pas, le téléphone de mon ami, je dois le rembourser. Ça, c'est une règle générale. Celui qui cause un dommage à autrui doit le réparer, sauf si c'est en raison d'une force majeure. Alors, je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Un retard de livraison, naturellement, c'est un dommage possible qu'on va causer. Alors, on doit le réparer. Maintenant, supposons que ce retard est dû à une force majeure, une tempête, euh, comme par exemple dans la période du confinement. Mon fournisseur est dans un autre pays, mais l'État a décidé euh, les transports aériens, de fermer les frontières économiques. Dans ce cas, est-ce que je peux toujours réclamer la responsabilité de mon fournisseur? Bien sûr que non, parce qu'il y a une force majeure. La cause, c'est pas le fournisseur, c'est pas sa mauvaise gestion, c'est pas sa irresponsabilité, mais c'est une force majeure, une force face auquel il ne peut pas réagir. Alors, je reviens. La Cour d'appel a considéré que ce vent de 100 km/h et plus est une tempête et que la tempête de cette vitesse, selon la jurisprudence, c'est pas selon l'appréciation du juge, c'est pas selon la conviction du juge, mais selon la jurisprudence, selon les décisions précédentes, elle est considérée comme une force majeure. Et la force majeure, qu'est-ce qu'il fait? Elle exonération, elle dispense le gardien de la chose de la responsabilité. La force majeure exonère la responsabilité pesant sur lui en vertu de l'article 1384. Alors, c'est l'article de la force majeure du alinéa premier du Code civil lorsqu'il est présent sur un caractère irrésistible. Pour dire que c'est une force majeure, il faut que la force majeure soit irrésistible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen pour résister à la force majeure. Alors une force majeure, c'est quelque chose qui est imprévisible, qu'on ne peut pas prévoir et qui est irrésistible. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Par exemple, j'ai passé une commande. Le fournisseur a pris une semaine de retard. Après, lorsque je lui ai demandé le pourquoi, il m'a dit la route a été une route X qui a été bloquée. A priori, oui, on peut dire que c'est une force majeure. Mais s'il savait que la route va être arrêtée pour telle ou telle raison, et s'il y a d'autres routes qui sont utilisables, même si c'est légèrement plus longue, etc., ça, c'est pas irrésistible. Ça veut dire qu'il y a un moyen pour livrer toujours la commande à temps. Ou, par exemple, le fournisseur me dit le chauffeur n'est pas venu ce jour-là. Ça, c'est pas une raison. Parce que c'est l'affaire, c'est la gestion du fournisseur. Si le chauffeur, il peut trouver un autre chauffeur, il peut embaucher quelqu'un comme intérimaire pendant quelques jours, il doit se débrouiller. Ça veut dire que c'est pas irrésistible. Ce qui est irrésistible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas la contourner par un autre moyen. Alors, ici, on a arrêté, c'est fini l'analyse de la Cour de cassation. On commence maintenant l'analyse de la Cour de cassation, pardon. Alors, premier paragraphe, c'est là.
le tribunal de première instance, premier degré. Après, ici, c'est la Cour de cassation. Et à partir de ce paragraphe, c'est la Cour de cassation. Alors, que dit la Cour de cassation? Qu'en se déterminant ainsi, ça veut dire, elle dit tout simplement, euh, en se déterminant ainsi, ça veut dire, selon la conclusion de la Cour de l'appel, la Cour d'appel, par des motifs d'ordre général, est insuffisant pour caractériser une force majeure. Ça veut dire, à partir de cette première ligne, la Cour de cassation n'est pas d'accord avec la Cour d'appel. Elle dit qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, bah, ce qu'il faut retenir, c'est ordre général est insuffisant pour caractériser la force majeure. Comme si la Cour d'appel nous dit, cette tempête de 100 km/h, c'est pas une force majeure qui permet d'exonérer la responsabilité. Alors, elle reproche à la Cour d'appel n'a pas donné de base légale. Elle dit que la décision de la Cour d'appel, elle est injuste, elle est approximative, elle n'est pas bien justifiée. La Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. Susvisé, ça veut dire le texte cité, c'est celui-là, l'article 1384, qui détermine qu'est-ce qu'une force majeure. Alors, ça veut dire, la Cour d'appel a considéré que le vent est une tempête et cette tempête, c'est une force majeure. Et par conséquent, la chute de l'arbre sur le demeure du voisin n'est pas n'est pas dans la responsabilité de monsieur et madame X. Et donc, ils ne sont pas responsables. La Cour de cassation va dire non, c'est pas une force majeure, ou au moins la force majeure n'est pas bien justifiée, et par conséquent, cette décision n'est pas une décision bien argumentée. Par ces motifs, pour ces raisons, par ces motifs, c'est-à-dire pour ces raisons, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, sans rentrer dans le détail, la décision, c'est quoi? Casse et annule. Voilà. Ici, on trouve la décision. Alors, c'est une décision qu'on peut l'attendre. Lorsqu'on lit le troisième paragraphe, on comprend que la Cour de cassation n'est pas d'accord avec la Cour d'appel. Alors, c'est tout à fait logique que la décision soit cassée à nul. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a deux types de décisions. Soit on va trouver une décision de rejet, il va rejeter la demande et par conséquent, on va revenir à la décision de la Cour d'appel. Alors, on va revenir à cette décision. Ce paragraphe. Si on était d'accord, alors on va rejeter. Mais puisque la Cour de cassation n'est pas d'accord, on va trouver ici casse et annule. Dans toutes ces dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2009, alors la décision de la Cour d'appel, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen, remet en conséquence la cause et les parties dans l'État où elle se trouvait avant le dit arrêt et les renvoie devant la Cour de Caen. Ça veut dire elle va annuler la décision. Elle va annuler la décision. La décision de qui? La décision, c'est l'arrêt de la Cour d'appel du 3 juin 2019. Voilà, la Cour d'appel de Rouen.
Et lorsque la Cour de cassation annule une décision, bah, à ce moment-là, quelle est la décision finale? Alors, la décision finale, la Cour de cassation ne prend jamais de décision finale. Si elle était d'accord, bah, on va revenir à cette décision qui va devenir une décision finale. Sauf que ici, non, bah, elle n'est pas d'accord, alors elle va renvoyer le parti devant une autre cour d'appel, la cour d'appel de la ville de Caen. Alors d'abord, c'est la cour d'appel de Rouen qui a décidé. Elle a décidé que c'est une force majeure et par conséquent, on va déresponsabiliser Madame et Monsieur X de payer l'indemnisation non couverte. Pourquoi? Parce que c'est une force majeure. La Cour de cassation n'était pas d'accord. Pour elle, le vent, ce n'est pas une force majeure. Alors pourquoi ce n'est pas une force majeure? Selon la Cour de cassation, ce vent, cette tempête, n'est pas irrésistible et imprévisible. Peut-être pour les juges de la Cour de cassation, on peut avoir une idée sur la météo bien avant et on peut mettre en place des précautions euh, nécessaires pour éviter la chute d'un arbre. Par exemple, j'ai un arbre dans mon jardin, je sais que demain il y aura un vent, ou je saurai que un jour il y aura un vent, une tempête très forte. Alors, je dois faire le nécessaire pour éviter que l'arbre chute un jour ou tombe un jour sur et produit des dommages. C'est ça la logique de la Cour de cassation. Alors que la Cour d'appel, la logique des juges, c'était quoi? Euh, Monsieur X a un arbre dans sa maison, elle est abattue, oui, elle a causé un dommage, c'est vrai, mais la cause, c'est une tempête, et cette tempête, elle est irrésistible. Il n'y a pas de solution pour en faire face. Alors, les parties sont renvoyées en fin de compte vers une autre cour d'appel. Et cette cour d'appel va encore une fois examiner l'affaire à nouveau et elle va rendre une nouvelle décision. Voilà, c'est ça l'arrêt. J'ai essayé au maximum de le rendre un peu simple. C'est parce que vous avez compris. Oui, monsieur. Super. Alors, l'analyse d'arrêt, c'est un exercice très simple. Pour répondre, lorsque on a un arrêt, on veut répondre, on a toutes les informations dans l'arrêt. Toutes les informations, on peut les retrouver dans l'arrêt. Alors, première chose, on va rappeler les faits. Ça veut dire les faits qu'on a compris. Alors, quels sont les faits? C'est comme si on va faire le résumé, on va résumer l'arrêt, tout simplement. Le 20 mai 2006, un vent soufflant à plus de 100 km/h a provoqué la chute d'un arbre implanté dans la propriété de M. X et Mme X, endommageant un abri de jardin ainsi qu'un véhicule automobile de M. Y. C'est ça, c'est ça l'essentiel des faits qui font l'objet de ce problème. Alors, la procédure préalable. Alors, ces derniers, Monsieur et Madame Y, qu'ils ont subi le dommage, ils ont saisi le tribunal judiciaire qui a décidé une indemnisation partielle. Cependant, alors après la cour de première instance, elle a décidé une indemnisation partielle. Cependant, la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'un cas de force majeure exonérant de responsabilité. Alors, la première instance, la décision était en faveur de monsieur et madame Y. Ça veut dire qu'il a décidé
que M. X et Mme X doivent dédommager M. et Mme Y. Cependant, pour nuancer le contraire, la Cour d'appel, elle a estimé que c'était une force majeure et donc on va exonérer la responsabilité de M. X et Mme X. Ça veut dire que la Cour d'appel a décidé qu'il n'y aura pas de dédommagement. Et donc, rejeter toute demande de dédommagement. Alors, c'est ça la procédure préalable. Après, c'est la Cour de cassation. Par la suite, qualification juridique, ces faits relèvent de quoi? On doit préciser, c'est la responsabilité civile. C'est un cas qui porte sur la responsabilité, notamment le cas de l'exonération de la responsabilité. Quels sont les cas où on va être exonéré d'une responsabilité? Parmi les cas de l'exonération, c'est la force majeure. La question principale, le problème, la problématique de ce cas, une tempête peut constituer un cas de force majeure et exonérer la responsabilité. Alors, c'est ça la question principale. Est-ce qu'une tempête de plus de 100 km/h peut être considérée comme une force majeure qui permet le désengagement de la responsabilité? La règle. La règle de droit, on peut la retrouver aussi dans le cas, c'est l'article 1384. Il suffit de chercher dans l'arrêt quelles sont les règles ou les bases juridiques sur lesquelles le juge s'est basé ou les juges des différentes juridictions citées se sont basés pour prendre la décision. Alors, première chose, c'est la force majeure. C'est un événement qui exonère la responsabilité du gardien de la chose de sa responsabilité. Une force majeure, c'est quelque chose qui exonère la responsabilité. Il suffit juste de recopier la règle de l'arrêt. Après, on a cité aussi la jurisprudence. Un vent qui dépasse 100 km/h, selon la jurisprudence, selon les anciennes décisions des différentes juridictions, c'est une tempête, voire une violente tempête. C'est également un passage qu'on peut trouver dans l'arrêt. Alors, dernière chose, c'est l'analyse. Quelle est l'analyse faite par la Cour de cassation? Alors, en l'espèce, ça veut dire, c'est un terme juridique pour dire, dans ce cas, en l'espèce, la vitesse du vent dépassait 100 km/h, ce qui représente, selon la jurisprudence, une tempête. Alors, la Cour d'appel et la Cour de cassation, pardon, elle est d'accord, c'est une tempête, mais violente tempête, c'est OK, rien à dire. Cependant, toutefois, c'est pour apporter une nuance ou une contradiction. Les faits sont insuffisants pour caractériser une force majeure. La Cour de cassation, ce qu'on a compris du cas, c'est que la Cour de cassation considère que ces faits, ces circonstances, un vent à 100 km/h, oui, 100 km/h, une violente tempête, oui, mais c'est insuffisant pour juger la déresponsabilité ou la déresponsabilisation des propriétaires de l'art. On ne peut pas comme ça les déresponsabiliser parce que c'est le vent. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, partons du principe que on peut prévoir des solutions pour éviter la chute de l'arbre et pour éviter les dégâts. Alors, ce n'est pas mon raisonnement. Je répète juste les raisonnements des différentes juridictions. Comme vous voyez, même les juges qui maîtrisent les lois et les règles, devant les mêmes faits, devant les mêmes circonstances, ils peuvent avoir des avis, des opinions différentes. La décision, dernière phrase, c'est la décision. La Cour de cassation, elle casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen
et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen. Alors, c'est ça la décision finale de la Cour de cassation. Elle a annulé, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen. Elle a annulé la décision précédente de la Cour d'appel de Rouen, face auquel elle n'est pas d'accord, et par conséquent, elle a renvoyé les parties vers une autre cour, c'est la Cour d'appel de Caen. Et la Cour d'appel de Caen, bien sûr, elle va réexaminer l'affaire une deuxième fois. Voilà, c'est l'analyse d'arrêt. Euh, alors, on va s'arrêter là. Bon, je vous remercie d'être présent, surtout Yannick. Je sais que vous n'êtes pas trop intéressé par le droit, mais votre présence nous fait plaisir. Merci, monsieur. J'ai déjà envoyé les précédents cours à l'équipe de la communication. Je ne sais pas s'ils l'ont posté ou pas. En tout cas, je vais réinsister sur ce point. Pour la séance prochaine, on va la consacrer à l'économie. En tout cas, Yannick, si tu as des demandes particulières concernant tel ou tel cours ou tel chapitre, tu peux m'envoyer ta demande via YouSchool. Je vais recevoir la demande. Après, on peut prévoir ça dans les séances et planifier ça. D'accord, monsieur. Alors, je vous remercie et à très bientôt. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. أستاذ. أستاذ. Ryan, Oui. مزيان ماتش دابا في التليفون حيت لو كام صيفط ليا واخا سير قرا ليك قرا ونشوف واش ندوي عليه. قال لك Khalid est un homme très embêté lors d'une réunion avec ses anciens camarades de la fac, portant sur la réussite professionnelle de chacune, qui a lieu tous les 10 ans. Une de ses vieilles connaissances qu'il n'avait pas vues depuis longtemps, Sarah, qui a été dans la même promotion que Khalid, il a 20 ans, lui a proposé de lui vendre sa tondeuse à gazon pour la modique somme de 15 000 dirhams. Khalid accepta de payer immédiatement la somme après que Sarah lui promette sur parole de lui livrer la tondeuse à gazon le lendemain.
quelques semaines plus tard, alors que les beaux jours arrivant, Khalid ressentait le besoin de s'occuper de son jardin. Mais le temps de Mhm. 3 ans ne lui avait toujours pas été livré, malgré plusieurs demandeurs infructueuses. Après une dernière lettre envoyée à Sarah et restée sans réponse, il vous contacte pour savoir comment régler la situation, sachant qu'il n'a aucune trace écrite de la vente. مزيان. Alors شنو عندنا هنا دابا نتوما واش تخدموا السيلوجيزم ولا ما تخدموا السيلوجيزم؟ Oui, oui, كنخدموا فهمت. سيلوجيست. alors هاد لو mineur كا majeur. نتوما تخدموا بماجور مينور اناليز ياك؟ Oui. Ah. مزيان. alors la mineure elle est assez simple dans ce cas. Monsieur, Oui. دابا انا فاهم لي زيتاب ديال هادوك، ولكن هاد لو كان ما فهمتش ليه كيفاش نحلو. فوالا دابا هنا اول حاجه ما كايناش اون كيسيون كلار يعني جات عندك انت بحال باغي تشرح ليها. داكور. مم. مزيان باش نتفاهم. دابا لا قلنا لا مينور شنو غادي نديرو فيها؟ غنمشيو ايتاب باغ ايتاب ونبدا او ميم طون غنفهمو لك. عندنا خالد هو اللي شرا لا طوندوز ولا هو اللي باعها؟ هو اللي باع. خالد lui a proposé de lui. Voilà qui était dans la même promotion de Khalid il y a 20 ans. لا خالد هو اللي شراها. مم. خالد هو خالد اللي شرا. خالد. دابا خالد عندنا هنا Oui. les mineurs, on va garder les informations les plus importantes. Khalid a acheté une tondeuse de chez Sarah d'une valeur de 15 000 dirhams. Il a payé le prix, mais il n'a pas reçu la tondeuse à gazon. شرا داك الطوندوز اللي كتقطع الكازون 15 000 درهم من سارة عطاه الفلوس و وما صيفطاتلهش لا طوندوز. من لو كا في الاخر تيقول لك خالد هاد خالد n'a aucune preuve. Ça veut dire que هاد لو paiement كان اون espèce. ما قالولناش كيفاش كان لو paiement ولكن on peut comprendre que le paiement كان en espèce. حنا في لا مينور ماشي ندخلو في هاد الشيء. غنجي نقولو Khalid a acheté une tondeuse de chez Sarah à 15 000 dirhams. Il lui a versé le prix, mais il n'a pas reçu, il lui a payé le prix, mais il n'a pas reçu la marchandise, le bien, et il n'a aucune trace écrite de la vente. Il n'a aucune trace écrite. Alors la question, peut-on شنو هو السؤال هنا؟ واش ممكن لينا واش هاد خالد يقدر يطلب من سارة exécuter l'obligation ديالها بلا ما عندوش دي بروف؟ شنو تنقول لنا؟ شنو هما لي لوا لي ريغل اللي ممكن؟ شنو هما القواعد؟ ديما في لوكا تتفكر في الحل قبل ما تبقى تجاوب. هاد السيد هذا دار واحد لو كونطرا. هذا سي ان كونطرا دو فونت. لو كونطرا اش فيه consentement, accord, etc. هنا لو كونطرا راه فاليد ما فيه حتى شي مشكل. فين كاين المشكل؟ l'exécution des obligations. Khalid, il a exécuté l'obligation ديالو ولكن سارة n'a pas exécuté l'obligation ديالها. متفقين؟ Oui. إذن هو خلص الثمن اللي عليه دارو. l'obligation contractuelle ديالو هو يخلص الثمن دارها، ولكن l'obligation contractuelle ديال سارة ما دارتهاش. كونطرا واخا يكون كونطرا ماشي اكري راه تتسمى كونطرا فيربال. اي عملية بيع ولا شراء راه سي ان كونطرا. مزيان. الوغ هنا السؤال اللي هما لو كا باين بورت سور لا بروف. حنتوما تتقراو لا بروف، حيت هنا ممكن نشوفوا الكا نحللوه بزاف د الحوايج من لي زوبليغاسيون من. الوغ هنا حنا اون فا سو ليميتي سور لا بروف. لا كيسيون اللي نقدروا نديرو واش مسيو خالد، حنا ديما في لا كيسيون تنخدموا لو لونغاج جوريديك. مسيو خالد peut-il réclamer l'exécution d'une obligation. Non, monsieur Khalid Ndiro, une personne peut réclamer l'exécution d'une obligation, Réclamer. mais peut-il réclamer l'exécution d'une obligation
même s'il ne dispose pas d'une preuve. Ou même s'il ne dispose pas d'une preuve écrite. Même s'il ne dispose pas d'une preuve écrite. D'abord, حنا نناقشوا هذا لو كا قبل ما نقولوا اشنو هما لي ريغل. حنا تنعرفوا واحد القضيه، قرينا لي بروف بارفيت و لي بروف امبارفيت. ديجا اول حاجه اللي هو نناقشوا بحسن هذا، من بعد نشوفوا لي ريغل. لي بروف بارفيت و لي بروف امبارفيت. شنو قلنا في لي بروف بارفيت؟ بلي كاين لاكت اوثنتيك، لاكت سو سين بريفي و فوالا، لافو. مزيان. قلنا لي بروف اوثنتيك هما لاكت سو سان بريفي، اكت اوثنتيك و لافو. وقلنا كو هاد لي بروف، les types de preuves parfaites, le juge est obligé de les prendre en considération. Non, اه le juge est dans l'obligation de les prendre en considération. Ça veut dire, même si quand on a Khalid une preuve écrite, une fois dit, le juge a dit يحكم على سارة تخلص ليه فلوسه. لما كانش عندها الفلوس غادي نسيزيو ليها شي حاجه ديالها، والمهم نديرها ليكزيكسيون فورس. مزيان. شنو واحد اخر؟ شفنا كاينين حتى لي بروف امبارفيت، وي les commencements de preuves par écrit, les écrits non signés, les témoins, etc. Les preuves n'obligent pas le juge de les prendre en considération. تيخدم بلانتيم كونفيكسيون. يعني ديجا عندنا حنا جوج الانواع ديال لي بروف. حنا في هذا لو كا قال لك ما عندوش تراس اكريت. شنو تنفهم؟ ما عنده، يعني ما عندوش بروف بارفيت، وحتى واحد لا بروف تاع كومونسمون دو بروف باغ اكري حتى هي ما عندوش. دونك الا كان عنده شي حاجه راه يقدر عنده شي تيموان، وحتى هو يقدر ما عندوش، ما عرفناش. هذا واحد. الحاجه الثانيه مهمه، هاد لا ريغل في هاد لو كا ما يمكنش يديروا لنا ديك 15000 درهم غير هكاك. ما فكرتكش في شي حاجه 15000 درهم؟ دونك لا بروف دوا être libre. لا، واش فكرتك في شي حاجه 15000 درهم؟ ليغال. فوالا. كنا شفنا في لي زاكت سيفيل Si le montant de l'acte dépasse 10 000 dirhams, فهمتيني. la preuve doit فوالا. être libre. Légal. اذا هذا واخا تيبان ان اكت كوميرس اون فونت، ولكن هما داروا واحد لا فونت اوكازيونيل، هذا تتسمى اكت سيفيل. Oui, انا باش نبسط الكان نقول لهم شوف، وقت ما سلفتي اكثر من 10000 درهم خاصها تكون بروف بارفيت. يعني كون شرا طوندوز 5000 درهم يقدر يجيب بها شي شهود، يعني يقدر يجيب بروف امبارفيت. ولكن pour une somme qui dépasse 15 000 dirhams, il y a une obligation d'apporter une preuve parfaite selon la loi. تافقين ولا ما متافقينش؟ oui. دابا حنا هذا، اذا انت مع راسك هادشي اللي تتقول فوالا. دابا هذا السيد هذا ما عنده حتى شي بروف، هو دار الثقه في هذيك حنت كان تيعرفها، ولكن ابارامون ما قدر عندها شي مشكل، حنا ماشي شغلنا، ولكن ما استطاعش لو برودوي. واخا دار لا ميزون دومور، فاش بدا تيكونتاكتيها راه شفنا لا ميزون دومور. يعني تواصل معها باش يعلمها الله يخليك راه خلصتك، صرت لو برودوي، ما كاين شيء. دونك مع راسك اش غتقول هاد السي خالد ما عنده لا بروف بارفيت، حتى لا بروف امبارفيت محال حتى هي عنده. وهاد لاكت فايت 15000 درهم، هو خاصو اون بروف ليغال. دونك راه هو في واحد لا سيتوياسيون ديليكات. متفقين؟ Oui. مزيان. دابا كيفاش غنجاوب؟ لا مينور راه سالينا، لا ماجور تتقول اشنو تدير فيها؟ تدير لي تيغي. Les اول archives. فوالا لي ريغل بتكتب سيلون لو كود سيفيل. اول حاجه بتقول de préférence tu peux mettre un contrat. حيت هنا كاين contrat. Un contrat هو une convention entre une ou plusieurs personnes sur données, qui portent sur données, ne pas donner, etc. La définition ديال contrat. ياك Ah, هذه هي
مزيان ديرها، ماشي ضروري هاد لا غير، تقدر ما ديرهاش. دابا لا انايا غير. الا جيتي غادي ندير لارتيكل 399 دو دوك اها. ديال سي سيلوي كي اجي اون جوستيس كي دوا ابورتي لا بروف. مزيان. دابا وغادي هو ما ندير قالكش هنا واش غيمشي لا جوستيس، مي هو تتفهم منه انه مشي لا جوستيس. الله يعطيك الصحة. دوزيام ارتيكل اللي هو غادي مهم. ندير ديك لارتيكل ديال 404 دو دوك. اييه. وغادي ندير عاوتاني لارتيكل ديال 442 دي كود سيفيل دي دوك بلوتو اللي ديال نيت هذا اللي قلنا. اكزاكت. دابا شوف، كما قلت لك كاينين دوك لي زارتيكل اللي هما مهمين، ولي زارتيكل اللي هما ممكن ديرهم ممكن ما ديرهمش، ياك. دابا انت ما حدك الا كنتي عرفتي لي زارتيكل اللي مهمين تتركز عليهم بلا ما تمشي لدوك لي زارتيكل اللي سكوندار. وي. كما قلت اول واحد هو داك الارتيكل ديال سيلوي كي ريكلام ليكزيكسيون دين اوبليغاسيون دوا لا بروفي. يعني لا شارج دو لا بروف خاصو يجيبها لو دوموندور، حيت تفكر تقول هاد خالد هو اللي غادي يجيب لا بروف. متفقين؟ قلتي لينا لو كونترا ممكن نكتبوها مزيان. لا ريغل وحده اخرى اللي ممكن نديرو هي لا فالور ديال لو ليتيج ان ليتيج سيفيل. en matière civile qui dépasse 10 000 dirhams, la preuve doit ليغال. être légale ou la parfaite. مزيان. من بعد بتقول il existe deux types de preuves. La preuve parfaite اللي تقدر دير التفاصيل، تقدر لا. La preuve parfaite entre parenthèses acte authentique, acte sous seing privé, l'aveu. Dans ce cas, le juge est obligé de les prendre en considération. Ou là, cette preuve a une grande force probante. La règle limbeda, les preuves imparfaites, écrit non signé, commencement de preuve par écrit, témoignage, ce sont des preuves qui ont une faible force probante que le juge peut prendre en considération. ياك. اه هادو هما لي ريغل اللي كاينين، يعني راه درتي خلاصه ديال لو شابيتر ديال لا بروف. بصح دابا حتى دابا الاستاذ ديالنا كيبقى يدير لنا الجوريسبرودونس ويدير لنا دي زارتيكل ما عرفت منين جابو. شوف، دابا حنا نفرقوا بين الاستاذ شنو تيدير وانت شنو خاصك دير. دابا لا هو خدم معاكم شي جوريسبرودونس في القسم، راه يقدر يطلبها منكم، فهمتي؟ ولكن هنا ما كاين حتى شي جوريسبرودونس في هذا لو كا. دابا انت في امتحان خاصك تجيب واحد الجواب يكون مزيان، تخدم لي غاك. الا درتي هاد لي غاك ما يمكنش ما يعطيكش النقطه. حتى انا ما تنعرفش، ما عرفتش كيفاش يصحح، ولكن الا درتي هاد الجواب اللي تنقولو دابا في الكنايم هادي تاخد لا نوت كومبليت على لو كا ديالك. هادي خدها مني انا غارونتي. الاستاذ في القسم بصح هو تيدير واحد الجواب بارفي. انا ديما تنصيت لهم تنقول لهم هذا الجواب ديال 15/10، فهمتي؟ جواب فيه كاع لي غاكل، حيت انا تنشوف تلام كل واحد تيقدر يدير شي حاجه، يعني خاص تجمع عليهم كلشي. تشوف مع داك اللي ما تيعرفش مزيان تقول ليه على الاقل ديرها لي ديفينيسيون د الكونطرا لا ما فهمتي والو، وتنسيبلي داك اللي فاهم شويه، وداك اللي فاهم بزاف حتى هو لا جوريسبرودونس. اذا تدير واحد لا ريبونس كومبليت. مي انت اللي مطلوب منك هو دابا هادشي اللي قلتي لي راك مزيان، راك فاهم. انت حتى دير واحد الجواب اللي مزيان واللي قانعك انت اولا، واللي تتخدم فيه لو كو. راه رجعوا لو كا ديالنا حنا، علاش درنا هاد لي غاك؟ درناهم حيت هما اللي غادي ينفعونا باش نقدروا نحللوا هاد لو كا. اعتبر هاد خليل صاحبك جا عندك انت تتقرا في الدغوا وقال لك وقع لي تقول له ودي انت راه خاص تعرف راه كاينين لي بروف بارفيت و امبارفيت. انت السي خالد ما عندك كاع لي بروف بارفيت و امبارفيت. واش عندك شي شهاد ولا شي حاجه عاد تسولو، يقدر يقول لك راه كان معايا فلان نهار خلصتها بفلوس مثلا.
ولا يقدر هو عنده هاد لي ميساج يقول لك اوكي انا راه صيفط لها ميساج ولكن عمرها جاوبات فهمتيني ما كاينش Oui, شي دليل اذا ما عندوش شي بخير والمشكله بتقول لها السي خالد انت مخلصها 15 درهم خلصها في فيرمون عطيها شيك فيرسي لها من لابليكاسيون او موان تيكون واحد اون بروف نيميريك داكور حتى شي حاجه ما كاينه في هادشي انت ولكن حنا في لا ماجور تنبدا نكتبوا كاع لي غير اللي نقدروا نخدموا بهم كما نعاود نقول لك لا بروف بارفيت لا بروف امبارفيت شكون اللي خاصو يجيب بعدا لا بروف كما قلت الله يعطيك الصحه لا شارج دو لا بروف revient au demandeur ou ديك l'article اللي ولا la règle اللي تقول ان la preuve parfaite ان pour les sommes les actes civils qui dépassent 10 000 dirhams doivent être prouvés par une preuve légale تنسالي ديك لا ماجور تنمشي للاناليز وهنا غادي تاخذ راحتك في التحليل دير اون ليسبيس عندنا اون ليسبيس مسيو خالد ا payer 15 000 هذا sans avoir une preuve écrite, ça veut dire pas en espèces ou là manifestement ou là fort probable en espèces. Et أول حاجة, ça veut dire qu'il n'a pas respecté la règle précitée d'avoir une preuve parfaite pour les actes qui dépassent 10 000 dirhams. أول حاجة. ثاني حاجة, il ne dispose pas de preuve parfaite. Et وهنا بتقول c'est possible que monsieur Khalid dispose d'une preuve imparfaite ممكن dans ce cas راه il peut saisir la justice هنا ما قالوا ما عندناش سؤال اش من التريبيونال يعني ما ندخلوش في التريبيونال il peut saisir la justice et اش بيجي الجستيس il va ramener les preuves dont il dispose ou là il doit ramener n'importe quelle preuve dont il dispose et l'appréciation de juge qui va déterminer. Et quel est le donc, une conclusion, conclusion, Khalid a très peu de chances pour prouver l'acte civil, ou là, prouver cet acte de vente, ou là, il a très peu de chances pour réclamer l'exécution de l'obligation de Sarah. هذه هي الخلاصة احتمال أنه يرجع فلوسه ولا ياخذ هذيك الطوندوز هو واحد الاحتمال قليل استنادا على هذا الشيء اللي قلنا ما عندوش بروف بارفيت ما بروف امبارفيت وحتى هي محال عنده حتى لا عنده بروف امبارفيت راه ما كافياش لحقيتاش فايته 10 000 درهم شنو هي الخلاصة هي السي خالد راه احتمال انه يربح هاد القضيه راه واحد الاحتمال اللي هو قليل بزاف donc monsieur le cas غادي يبقى ouvert بحال هكا باش يبقى اوفر بيان سور يبقى اوفر مي شوف دابا اولا حنا دابا بحال شفنا لاناليز داغي شفنا جوج ديال القضاة مؤسسه وقضاة وعندهم جوج الاراء مختلفين اذا هادشي تنعرفو حنا ما عمرنا تنتسناو التلميذ يكون ترونشون بالعكس تنقولو حاول ما تكون شويه لا نيونس ما تكونش غادي زربان في واحد لا بيست وحده فهمتي سورتو لا كانت لا كيسيون اوفيرت ثانيا لا خدينا هاد لو كا هذا اصلا ما عندناش معلومات كافيه ولكن من المعلومات اللي عندنا راه ما عندوش بروف اللي متاكدين منه هو ما عندوش بروف اللي هي ادابتي لذاك لو مونطون تاع 15000 درهم ولكن هادشي ما تيعنيش انه صافي ما تقدر تقول راه ما تحكم عليه انه راه ما عندوش كيفاش يدير ولكن لا تنخليو حنا انه لا عنده شي بروف امبارفيت راه لو جوج كاينه في الكور لو جوج عنده لو شوا ياخذها اون كونسيديراسيون ولا لا monsieur نعم
نعطيك واحد ليكزومبل بحال هذا، ولكن خلينا نبدلو فيه شوية. مرحبا. مثلا نسيبوزيو بلي راه بيا 15,000 درهم، اها وسيني معاه واحد الكونطرا سو سين بريفي، ولكن غير هو اللي سينيا، لو اها فوندور غير سينيا. اها دونك شنو يكون هنايا؟ هادي حتى هي بروف امبارفيت، نفس بينا نبقاو في نفس لا لوجيك. هاديك لا بروف elle est pas compatible avec la nécessité ديال داك لاكت سيفيل qui dépasse 10 000 dirhams. خاصو واحد لاكت، واحد لا بروف ليغال كونسيناو بجوج، راه مزيان، راه عنده une preuve solide, une preuve adéquate. Mais ici elle a pas une preuve adéquate. ولكن واش نقولوا on peut pas dire que il va perdre l'affaire à 100%. Non, il peut tenter sa chance devant la justice. تقدر تكتب هذه هي الكونكليزيون. Khalid peut tenter sa chance devant la justice et fournir les preuves dont il dispose, et il va attendre la décision du juge ou l'appréciation du juge. علاش ما تنساش انه من لي بروف امبارفيت كاين لو سيرمون. شنو هو لو سيرمون؟ هو انت شنو تتقول الاقوال ديالك، تمشي قدام الجوج تقول له اودي راه انا راه هاد السيده راه خلصتها، ها بيني وبينها ما شافني حد، ما درت معاه اكخي ما والو. حقك انك تمشي لا جوستيس والقاضي يسولها واش خلصك السيد، ما خلصنيش، تكذب. ديك الساعه لو جوج راه تيقرر. ولكن حاجه متفقين عليها انه الاحتمال انه الجوج يقرب آه، يحكم حكم ضد معاك هو قليل بزاف، فاهمين؟ وي. حيت il peut tenter sa chance. ما ضعف لو جوج يبدا يسولها، واخا امتى يبدا يسول داك لو سيرمون، يكون هذاك لو سيرمون يكون كويرون، والسيده تبقى تدخل وتخرج في الهضره. لا واش تعرفي هذا السيد؟ لا ما تنعرفوش. لا الله يهديك يا تتعرفي نقرات معاه، ويلقى انها تتكذب المره الاولى. واش تلاقيتي؟ لا ما تلاقيتوش. ولقى انها فهمتني. اون سي هادشي في لو ديتاي، مي تنقول لك انت بور ريبوندر في هذا لو كا. قلتي لي حنا هنا ما عارفينش واش عنده شي بروف. لو مواندر اللي يقدر يكون عنده هو لو سيرمون، هو الاقوال ديالو. لو سيرمون هما الاقوال ديالو، لي بريتونسيون ديالو، الادعاءات ديالو، وحتى هي اون بروف. ولكن هذه هي لا بروف لا موان بروبونت. لو جوج ديك الساعه هو يحكم. عنده كومونسمون دو بروف باغ اكري راه حسن من سيرمون، ولكن تتبقى حتى هي ما كافياش. مي لو جوج فا ديسيدي. لا كان عنده مثلا تيموانياج، ولا واحد لونجسترمون، ولا دي ميساج في واتساب، هنا دخلنا لهذوك لي بروف الكترونيك اللي عندهم واحد لا فورس بلو بروبونت، واللي خاصهم يتفيريفيا. وهنا تدخل ديك لا جوريسبريدونس وديك لي لوا الاخرين تاع لي دوني بيرسونيل اكسيتيرا، انهم خاصنا اون دوا فيريفي لوثنتيسيتي اكسيتيرا. مي تيبقى هما ما سون با دي بروف بارفيت. مي لو جوج يقدر ياخذهم اون كونسيديراسيون. كان عنده كونطرا مستنيين فيها بجوج، هنا راه مشينا لواحد النيفو تاع ولا هو اون بوزيسيون دو فورس، هو عنده الدليل. اذا في conclusion il a des fortes possibilités de gagner l'affaire et récupérer يا اما le prix يا اما récupérer le bien. ياك السرايان فاهمين؟ وي أستاذ، فهمتك. ايوا فوالا ديرنيير كيسيون أستاذ، اسمح لي مرحبا مرحبا، ما كاين حتى مشكل. ولكن في ليكونومي هذه ماشي زيد، مشكل. ماشي مشكل. أستاذ، بقات لي واحد الكيسيون وحده في واحد التمرين، هي اها اللي ما جاوبتش عليها. عطانا واحد السيري ديزيكزارسيس خدمتها كامله، بقات لي غير هذه. اها قال لنا فيريفي سي لي كونديسيون دو دوزيام اوردر سون رياليزي. ما فهمتهاش. les conditions de deuxième ordre l'exercice ميكرو ايكونومي دي ديال برودكتور. البرودكتور. اه ولكن خاص ثلاثة التمرين باش نشوفوا من الاول حتى لا سميتو عليه حتى دابا الاخر. أستاذ عطاونا واحد كونتيتي
de racine de L, racine de K. وعطاونا الكو توتال اللي هو 9 أها. L بلس 4 K. البخي مهم. هو 9 ديال L والبخي ديال K هو 4. وجاو قالوا لنا في الكيسيون الأولى sachant que l'entrepreneur est rationnel, déterminer مهم. la valeur de la quantité de chaque facteur demandé par ce dernier pour mettre en œuvre une production Q est égale à 100. هذه خرجت مهم. أها. لقيت K شحال كتساوي لقيت L شحال كتساوي وجاو قالوا لنا في la question 2 vérifier si les conditions du deuxième ordre sont réalisées. درت انايا فكرت انايا بهذاك la loi de rendement décroissant ندير la dérivée seconde Ah, par rapport voilà, en principe, elle dit que la condition de ce second ordre, il y a dit que la dérivée seconde. oui وتشوفها واش تتولي نيجاتيف ولا شنو négative تتولي. فوالا لو droite ولات نيجاتيف. خصها تكون négative. فوالا لا كانت نيجاتيف تتقول راه لا كونديسيون دو سكوند اوردر اي فيريفي. داكور وتقدر تقول لي أستاذ l'interprétation ديال الغوندمون واش لو روندمون ديشيل. اه l'interprétation ديالو دابا كاينين ثلاثه لي كا، يا اما تحسب دوك لي روندمون كونستون لا croissant ولا décroissant. ولا كرواسون ولا ديكرواسون. هي كيفاش تفكرني كيفاش تتحسب هذاك الغوندمون، تتقارن تدير لا ديريفي ديال لا فونكسيون كامله بارابور لي ديريفي ديال شاك فاكتور دو برودكسيون، ياك؟ وي كتحسب كتدير لا سوم ديال دوك لي بويسونس. فوالا فاش تدير يا اما هادي لا كانت هاديك لا فونكسيون في حالات كانت ديك لا فونكسيون كوب دو غلاس. اه لما كانش كوب دو غلاس فوالا لا كانت كوب دو غلاس ساهله تتجمعهم، تجمع دوك لي سميتهم لهم الاس تسمى كاع coefficient. لي بويسونس. مثلا الفا على بويسونس 0.3 بلس ولا شي حاجه بيتا بيتا على بويسونس 0.6. اذا كانت 0.6 بلس 0.3 قل من واحد تتقول روندمون ديكرواسون، ياك؟ اه ولا الا حسبتي التوتال كان كبر من واحد تتقول كرواسون. لا كانت égal à 1 ولا constant. كان قال تتقول كونستون. ياك هادشي اللي درتو في الكور. وي هادشي اللي درنا. l'interprétation كتقول غير constant ولا décroissant ولا décroissant. فوالا هادو هما لي تخوا كان اللي كاينين. نقول مثلا هاد l'entrepreneur a dégagé un rendement d'échelle décroissant par exemple. فوالا ماشي هاد لونتربرونور، هاد لونتربريز لا فونكسيون دو برودكسيون ديالها الي عندها واحد روندمون ديشيل كرواسون. Ça veut dire شنو؟ Ça veut dire انها فاش تزيد لي فاكتور دو برودكسيون ديالها بواحد النسبه، لا برودكسيون تتزاد بواحد النسبه اكثر. هذا هو الا بغيتي ديتايي ليكسبليكاسيون. مثلا جبتي لي روندمون ديشيل لقيتيهم، درتي داك الطوطات لي كويفيسيون لقيتيه تيساوي مثلا 1,2. Ça veut dire que les rendements d'échelle sont croissants. Alors, ceci signifie que lorsque l'entreprise augmente les facteurs de production d'un pourcentage, la production totale augmente d'un pourcentage plus élevé. يعني là, 1,2, l'entreprise, s'il augmente sa production, ses facteurs de production de 2 unités, la production va augmenter de 2 unités plus avec 1,2, 20% de plus. واش فهمتوا ولا ما فهمتيش رايان؟ فهمت أستاذ. بحال النوسيون ديال البرودكتيفيتي. فوالا اكزاكتومون. انت باش تكون عندك واحد لا فراز تيبيك، زعما اون فراز اللي تخدمها بارتو تقول rendement d'échelle croissant signifie que lorsque le producteur ou lorsque l'entreprise augmente les facteurs de production d'une quantité, la production augmente d'une quantité supérieure. Quand le décroissant est supérieur, c'est inférieur.
كانوا كونستانت تدير augmente de la même quantité. عاود لي الجملة وتعرف نكتبها. Lorsque l'entreprise augmente ses facteurs de production, les quantités Augmente ces facteurs de production du même ou là d'une quantité. Lorsque l'entreprise augmente ses facteurs de production d'une quantité, sa production augmente, il augmente d'une quantité plus élevée. C'est-à-dire croissant. Quand décroissant, et dit plus élevé, dire moins élevé. Quand constant, dire augmente de la même quantité. d'accord. شكرا ناصر. مرحبا السرعين وليس الأمر الوالدين. ليس الأمر السرعين. شكرا ناصر. La société Unschool, c'est une société, on va dire, qui est spécialisée principalement dans le système des classes préparatoires. On fait autre chose dans le domaine de l'éducation, mais notre mission principale, c'est les classes préparatoires scientifiques et aussi économiques, c'est-à-dire les filières, bien sûr, MP, PSI, TSI, SUP/SP et aussi pour les filières ECS, ECT. Principalement, on propose des services, ça tourne autour des cours de soutien dans différentes matières et aussi on propose des encadrements pour des projets comme le TPE par exemple. On a à peu près 6 ans d'expérience. Jusqu'à maintenant, donc, nous avons aidé plus de 1500 étudiants et étudiantes en classe préparatoire dans les différentes filières. Actuellement, nous sommes numéro 1, la société numéro 1 au Maroc pour tout ce qui est service de cours de soutien en ligne surtout. On travaille aussi à l'international, donc nous avons une présence à l'international. Donc nous avons des étudiants en France, aussi en Tunisie, en Mauritanie, dans quelques pays africains. Et aussi on essaye de développer même la société pour être, pourquoi pas, Inch'Allah, numéro 1 même à l'international dans tout ce qui est cours de soutien et tout ce qui est e-learning. D'ailleurs, nous avons une plateforme e-learning spécialisée pour ces cours-là. Et Inch'Allah, on fait aussi d'autres services comme les webinaires, comme des mini-formations gratuites, on va dire des sessions d'orientation des étudiants. Ça fait partie de notre mission, de notre objectif principal d'aider au maximum les étudiants pour bien sûr avancer et réussir leur concours. Donc nous avons aidé des centaines d'étudiants pour réussir les concours, que ce soit au Maroc ou bien aussi en France. Nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs. Ça englobe des ingénieurs, des spécialistes dans différents domaines et aussi ça englobe aussi des profs agrégés dans différentes matières, que ce soit pour les prépas scientifiques et aussi pour les prépas économiques, ECS, ECT.